Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette formation de Vivre en ville sur l'aménagement à faible impact climatique. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Valérie Bachar, ça va me faire plaisir d'animer le webinaire aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui nous connaissent et moins, Vivre en ville, on est une organisation d'intérêt public qui travaille à travers tout le Québec pour encourager la transition dans tous nos milieux. Donc, on travaille beaucoup en aménagement du territoire, mais aussi de façon plus transversale en santé, en mobilité, en habitation, sur des thématiques aussi comme la résilience. Donc, on vient vraiment croiser les expertises puis les sujets qui nous intéressent. Ce qu'on vient croiser aussi, ce sont les échelles. Donc, dans toutes nos analyses, vous le voyez souvent, on va avoir tendance à venir croiser vraiment les échelles du bâtiment, du terrain jusqu'à l'échelle de la région pour s'assurer de prendre les décisions qui sont les plus cohérentes, les plus structurantes et mieux atteindre nos objectifs, notamment en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique, évidemment. Vous nous connaissez peut-être pour nos prises de position publiques, mais une grande partie de notre travail porte sur le partage de connaissances, la recherche et le partage de connaissances, je dirais, et ça passe notamment par la publication d'un grand nombre d'ouvrages. Et depuis un peu moins d'un an, on est venu centraliser en fait ces ouvrages-là sur un nouveau site web qu'on appelle Carrefour, où on vient finalement rassembler tous nos contenus. Donc, c'est des centaines de contenus maintenant qui sont répertoriés. Et donc, je pense qu'on va justement vous partager un lien vers notre plateforme Carrefour si jamais vous voulez aller les consulter, tous ces contenus. On fait par ailleurs de l'accompagnement, donc la plateforme en question, Carrefour, je vous la remontrerai tout à l'heure de toute façon. On fait par ailleurs de l'accompagnement auprès de différents acteurs, notamment des municipalités, et ça dans presque toutes les régions du Québec. Donc, vous voyez ici un échantillon seulement des régions ou des municipalités plutôt qu'on a accompagnées dans les dernières années. Maintenant, pour la présentation d'aujourd'hui comme telle, elle va porter, comme vous le savez, sur l'aménagement du territoire à faible impact climatique. La présentation va durer environ 40 minutes et ça va me laisser une période de questions là, à la fin, une période d'échange avec Joël d'une dizaine de minutes vers la fin. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans l'outil de discussion tout au long de la présentation. Donc, ça va nous permettre de centraliser toutes ces questions-là puis de les transmettre par la suite à Joël, notre conférencière, lors de la période de questions. Et donc, pour pouvoir indiquer ces questions-là dans l'outil de discussion, vous avez tout simplement à survoler le bas de votre fenêtre Zoom et vous allez voir la bulle de discussion apparaître. Donc, c'est l'outil discuter sur lequel vous allez devoir cliquer. L'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est d'offrir des méthodes flexibles et adaptées pour évaluer le potentiel des milieux à contribuer à la réduction de leur empreinte et de partager des outils pour la planification de la consolidation des milieux. On offre cette formation-là dans le cadre d'une tournée régionale qu'on mène et on a déjà fait en fait 3 premières séances de cette tournée-là dans les dernières semaines. Donc aujourd'hui, c'est la 4e séance qui vient rejoindre les régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Donc 3 régions qui doivent chacune composer avec des enjeux de développement, de vitalité régionale en considérant leurs particularités locales, territoriales. Et au premier chef, je pense pour le nord du Québec, à la question des distances et du vaste territoire qui le caractérise. Notez que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et l'une des 8 formations qu'on donne dans le cadre de la tournée va être rendue disponible après au grand public sur la plateforme Carrefour, justement, et ce, vers la fin du printemps. Donc, vous allez pouvoir avoir accès de nouveau à tout ce matériel qu'on présente aujourd'hui. Je vous présente sans plus tarder notre conférencière, Joëlle No. Joëlle est urbaniste et conseillère en design urbain et en urbanisme chez Vivre en ville. Au sein de l'organisme, elle collabore à différents projets qui l'amènent notamment à travailler de près sur la question de la consolidation des milieux urbains avec des municipalités de toute taille. Dans la dernière année, elle a été impliquée, entre autres, dans le projet Municipalité Amis du climat, qui est un projet qui permet de mettre en lumière le potentiel de l'aménagement du territoire comme levier au service de la lutte au changement climatique. Je vais te laisser la parole, Joëlle, et on se retrouve pour la période des questions dans une quarantaine de minutes. Excellent. Merci beaucoup, Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents au webinaire ce midi. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que soit les enjeux climatiques vous intéressent ou bien l'aménagement du territoire. Cette présentation a pour objectif de clarifier le lien entre les deux. La présentation a aussi pour objectif de mettre de l'avant des exemples concrets et de vous partager des ressources. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Pourquoi s'attarder à l'échelle municipale quand on parle d'action climatique? Principalement pour 2 raisons. Avant tout, parce que les municipalités sont aux premières loges des conséquences des changements climatiques, parce qu'elles en subissent directement les conséquences. On peut penser par exemple aux inondations, aux verglas, aux tornades, aux canicules ou aux feux de forêt, entre autres.
Et ce sont donc les municipalités qui sont au front de la réponse aux événements climatiques extrêmes. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que ce sont elles, les municipalités, qui en subissent la grande part des coûts et elles ont donc à prendre plusieurs décisions en lien avec ces événements-là. Quand on parle de crise climatique, on parle d'emblée de bilan carbone. Aujourd'hui, le secteur des transports, c'est le principal secteur émetteur de GES au Québec. Alors que le bilan carbone général du Québec a diminué globalement entre 1990 et 2021, la part du secteur des transports, elle, a augmenté. Oui, l'électrification proposée dans la plupart des plans climat, elle fait partie de la solution, mais elle n'est pas suffisante pour renverser la tendance d'ici 2030 et nous permettre d'atteindre nos cibles. Donc, avant d'électrifier, il faut penser à réduire les distances qu'on parcourt en voiture et pour y arriver, la meilleure stratégie, c'est l'aménagement du territoire. Il faut donc être ambitieux et opérer un changement radical en matière d'aménagement et ce, dès maintenant, pour espérer atteindre l'objectif de réduction des émissions. Les municipalités sont une des clés de la transition. Elles ont la capacité d'agir et les outils en main pour aménager en faveur de la mobilité durable et de la réduction des gaz à effet de serre. On va d'abord commencer par aborder le lien entre aménagement du territoire et impact climatique. Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, l'occupation du territoire s'est vraiment étendue comme une tache d'huile, comme on le voit par exemple ici dans la région de Québec. Alors que la population s'est multipliée par 3, la superficie urbanisée, elle, s'est presque multipliée par 9, ce qui va faire qu'on s'est retrouvé avec une densité 3 fois plus faible. Et ce déséquilibre-là, c'est une réalité pour la très grande majorité des municipalités au Québec. Cette dynamique, vous l'aurez reconnue, c'est celle de l'étalement urbain, un phénomène déterminant dans la crise climatique qu'on traverse. C'est un phénomène qui est caractérisé d'abord par un éparpillement des activités sur le territoire, mais aussi par une occupation urbaine diluée qui va se traduire par une utilisation moins intensive de l'espace, donc de plus faible densité. Pour parcourir de longues distances sur un territoire de plus en plus diffus, l'automobile s'est imposée comme le choix par défaut. C'est ainsi qu'on est tombé dans le cercle vicieux de notre dépendance collective à l'automobile. En s'étalant et en éparpillant nos activités sur le territoire, les distances à parcourir s'allongent. Tout le monde a donc besoin de voitures pour se déplacer, ce qui augmente les problèmes de congestion. On en vient alors à augmenter la capacité de ces routes en pensant que ça va régler la situation à tort. On ouvre en fait la possibilité pour encore plus de personnes de s'établir plus loin et encore plus d'activités de s'éparpiller. On vient ici renforcer la dépendance à la voiture. L'étalement urbain n'a pas seulement des impacts sur l'utilisation de la voiture. S'étaler sur le territoire, c'est aussi empiéter sur les milieux naturels et agricoles, ce qui va augmenter notre empreinte écologique. En fait, quand on dit oui à l'étalement, on vient dire non à l'intégrité des habitats et non à la protection du territoire agricole. Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, la préservation des espaces naturels et agricoles est pourtant plus qu'essentielle, notamment parce qu'elle va permettre de capter et stocker du carbone, d'absorber une part des eaux de pluie, de réguler les crues, de protéger la biodiversité, de nous nourrir localement et même de nous donner accès à des espaces de plein air et de détente. La solution à l'étalement urbain et aux émissions de GES qui découlent de cet étalement-là, c'est la consolidation des secteurs déjà bâtis. C'est ce qu'on appelle donc la croissance à faible impact climatique. Les dernières statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, donc la SCHL, démontrent qu'il faut construire 1,2 million de logements au Québec d'ici 2030. Par contre, au rythme actuel, le déficit va être de 860 000 logements. Alors, comment on fait pour arrimer la croissance démographique d'une part et la réduction de nos émissions de GES d'une autre? La logique, c'est d'utiliser la croissance des municipalités comme levier pour faire baisser le bilan moyen d'émissions de GES par personne. Puis comment on fait ça? C'est en s'assurant d'accueillir la croissance là où les distances sont les plus courtes à parcourir pour rejoindre les destinations du quotidien et en créant un cadre favorable à l'utilisation de modes de déplacement durables comme la marche, le vélo ou le transport collectif. Pour arriver à cet objectif-là, on peut penser à 3 grands champs d'action structurants qu'on va regarder en détail un à la fois et qui va vraiment constituer le milieu de cette présentation. Donc d'abord, planifier la ville des courtes distances. Ensuite, densifier dans les milieux favorables à la réduction des émissions de GES. Finalement, arrimer la mobilité et la consolidation à l'aide d'une planification intégrée. Ces 3 champs d'action-là peuvent être mis de l'avant autant dans les grandes villes que dans les municipalités de plus petite taille. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ces champs d'action doivent s'appuyer sur une planification fine et une connaissance du territoire. Alors, on va se lancer dans le premier champ d'action,
Comment planifier la croissance à faible impact climatique? Je vous présente ici un outil avec lequel on travaille pour cartographier les milieux selon les émissions de GES qu'ils génèrent probablement. Et je dis probablement parce qu'on n'en vient pas à faire un bilan quantifié de GES. Faire un bilan de GES, ça va, comme ça, avec des chiffres, ça va demander des données et des ressources qu'on n'a pas toujours, ce qui peut représenter un frein quant au passage à l'action. On appuie plutôt notre outil sur la prémisse suivante. Statistiquement, il est plus probable que les émissions moyennes par ménage soient plus élevées dans un milieu qui encourage l'utilisation de la voiture et qui est donc défavorable à la mobilité durable. On vient donc faire une analyse du territoire et comparer les différents secteurs de la municipalité entre eux pour déterminer quels sont les secteurs plus ou moins favorables à la mobilité durable. Pour faire ça, on s'appuie sur différentes variables, comme la localisation des activités, la mixité des activités, la densité, les infrastructures de mobilité active et collective ou encore la trame de rue. Sans surprise, les secteurs les plus favorables à la mobilité durable sont souvent le cœur de ville. Et c'est exactement ce qui est identifié ici en vert sur cette carte théorique. Donc, c'est le secteur faiblement émetteur de GES. Le jaune représente le secteur moyennement émetteur et finalement, la zone en orange correspond, elle, à un environnement défavorable à la mobilité durable, donc où l'utilisation de la voiture va être priorisée. Et donc, c'est le secteur fortement émetteur de GES. Ce que vous voyez aussi illustré par un encadré noir, ce sont les milieux à bon potentiel de réduction du bilan carbone. Autrement dit, c'est là où on devrait concentrer les efforts de consolidation et accueillir de nouveaux ménages. Ça peut paraître contre-intuitif de venir concentrer la majorité de nos efforts là où le bilan carbone est déjà bon ou pourrait le devenir facilement. Mais la logique, c'est en fait la suivante. Il faut investir nos interventions là où on va obtenir le meilleur ratio effort versus résultat. Donc, en intervenant à l'intérieur du périmètre en noir, donc là où le potentiel de réduction du bilan carbone est bon, on va pouvoir venir accueillir plus de ménages là où ils vont être le plus susceptibles d'adopter des comportements sobres en carbone et donc d'améliorer le bilan carbone des secteurs prometteurs, en jaune ou en orange aussi, mais qui sont très près du cœur de ville par des interventions en aménagement du territoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même des secteurs en jaune ou en orange qui sont inclus dans le périmètre à bon potentiel de réduction pourraient virer au vert, par exemple. Puis au contraire, mais concentrer les efforts hors du périmètre à bon potentiel de réduction, donc à l'extérieur du trait noir, ça demanderait énormément d'investissement pour peu de résultats au final. Cette méthode de planification, c'est le fruit d'années de recherche et de travail menées en collaboration avec des municipalités qui ont participé à nos 2 cohortes de notre communauté de pratique qu'on appelle Municipalité Amis du climat. Cette communauté de pratique comprenait un volet individuel, donc des accompagnements personnalisés, et aussi un volet collectif axé davantage sur la formation et les échanges entre les partenaires. Ces activités nous ont permis de développer un réseau d'acteurs de changement, de renforcer les capacités des municipalités, mais aussi de mener de la recherche-action pour mettre au point des solutions sur mesure. On a d'ailleurs rassemblé ces solutions dans les fiches nommées Municipalités Amies du climat qui sont disponibles gratuitement sur notre plateforme Carrefour et je pense qu'elles viennent de vous être transmises à l'instant dans l'outil de discussion, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ça. Je vous présente un exemple d'application de notre méthode de cartographie développée au cours de cette communauté de pratique. Vivre en ville a travaillé avec la ville de Joliette pour déterminer quels seraient les secteurs à prioriser pour accueillir la croissance dans les prochaines années. On voit que ce qui ressort en vert, c'est un quartier central propice à réduire le bilan carbone de la municipalité. Et autour de ça, on a des quartiers périphériques où il serait beaucoup plus difficile de contribuer à une réduction des déplacements motorisés, donc les quartiers en rouge. On retrouve aussi sur la carte le fameux périmètre à l'intérieur duquel il y a un bon potentiel de venir réduire le bilan carbone de la municipalité, donc la ligne en noir. C'est donc ces secteurs-là qui seraient les plus aptes à contribuer à la réduction des émissions moyennes de GES en y accueillant la consolidation et des interventions en mobilité durable. On doit donc cibler nos interventions à l'intérieur de ce secteur-là. Plus spécifiquement, dans ce périmètre à bon potentiel de réduction du bilan carbone, l'idée, c'est pas de tout raser pour construire plus dense. On veut vraiment venir s'attacher à l'existant et identifier finement où il est le plus réaliste d'accueillir cette croissance-là. Donc, après avoir réfléchi à là où il est souhaitable d'orienter la croissance avec la carte précédente,
On va s'intéresser maintenant à là où il est possible de l'accueillir. Puis ça veut dire de venir cibler finement les terrains sous-utilisés, donc ce qui est illustré en vert et en jaune ici sur cette carte, encore une fois, qui est une carte théorique. On pourrait avoir l'impression qu'étant donné qu'on est dans des milieux déjà construits, ben, il n'y a plus vraiment de place pour le développement. En fait, le potentiel est souvent bien plus grand qu'on le croit. Beaucoup de terrains et de bâtiments sont prêts à accueillir cette croissance. On peut penser à des terrains vacants ou qui sont devenus vacants à la suite de démolitions, de bâtiments à recycler ou même des terrains occupés par des activités en perte de vitesse, donc des activités qui seraient à remplacer. Ça peut être par exemple un bâtiment de faible valeur sur un terrain qui est localisé de manière très stratégique, par exemple au croisement de la rue principale. Parmi ces terrains sous-utilisés-là, on peut aussi penser à des grandes parcelles sous-exploitées où, par exemple, on pourrait retrouver un bâtiment de petite taille, donc qui occupe vraiment une superficie réduite par rapport à la très grande superficie de sa parcelle. Puis la parcelle, elle, va souvent être gazonnée ou asphaltée. Et finalement, on peut également penser au stationnement de surface. Ça peut être des stationnements de plus petite taille, par exemple, entre deux bâtiments, on va dire qu'ils sont en dents creuses, ou des stationnements de plus grande superficie qui ne sont pas toujours utilisés à leur plein potentiel. Puis ça, on peut penser à des stationnements d'épicerie, des stationnements de centres commerciaux. Mis tous ensemble, ces terrains génèrent un potentiel énorme à ne pas sous-estimer. Si on revient à notre exemple de Joliette, je vous présente maintenant une carte qui intègre les terrains qui ont un potentiel pour accueillir des nouveaux logements et d'autres activités aussi dans le périmètre de consolidation. Donc, le périmètre de consolidation, c'est le trait pointillé qui est un peu plus à l'extérieur de la carte. Mais pour le but de cet exercice-là qu'on a fait avec Joliette, on est venu cibler un secteur encore plus restreint autour du centre-ville. Donc, on a travaillé dans un rayon de 800 mètres du centre-ville, ce qui est le trait noir plein et non pas pointillé. Donc, vous voyez en orange et en rouge les terrains qui présentent de l'espace pour accueillir des nouveaux bâtiments. Donc, c'est des terrains qui sont faiblement construits. Les terrains en rose, eux, présentent plutôt les terrains dont les bâtiments sont de plus faible valeur par rapport aux terrains sur lesquels ils se situent. Et donc, si on considère seulement les terrains les moins construits, donc seulement les terrains en rouge et en orange, on se retrouve avec 81 parcelles qu'on pourrait possiblement densifier. Avec une règle du pouce, on a estimé que ces 81 parcelles pouvaient accueillir un potentiel théorique de 2536 logements. Et on parle de logements extrêmement bien localisés, à grande proximité des commerces et des services. Et les nouveaux logements vont pouvoir accueillir de nouveaux voisins qui, eux, vont pouvoir contribuer à réduire le bilan carbone moyen par ménage parce que ces nouveaux ménages-là vont pouvoir accéder au commerce sans avoir recours à l'automobile pour les déplacements, par exemple, du quotidien vers des commerces de proximité. Dès qu'on analyse le territoire à l'échelle de la parcelle à cette étape-là, il est quand même important de garder en tête que ces transformations doivent s'inscrire dans une vision d'ensemble du devenir souhaitable à l'échelle du quartier et ou de la ville. C'est essentiel pour éviter de se retrouver avec des développements à la pièce. Donc, au-delà de la disponibilité des terrains sous-utilisés, comme on vient de le voir, il faut aussi prendre en compte, entre autres, les enjeux de mobilité ou d'identifier certains secteurs plus stratégiques à renforcer ou à requalifier. Et donc ça se fait en se dotant d'une vision d'ensemble qui permet d'assurer que chaque intervention contribue à un tout cohérent. Après l'identification des secteurs à faible impact climatique et de l'espace disponible pour dans ces secteurs pour accueillir la croissance, le deuxième champ d'action consiste à densifier dans les milieux favorables à la réduction des émissions de GES et donc à travailler à ce que ça prenne forme. Autrement dit, tout à l'heure, en fait, juste à l'instant, on vient de voir où densifier. On va maintenant regarder comment densifier. Et quand on parle de densification, on parle de l'action d'ajouter des logements ou des activités dans un milieu déjà urbanisé, généralement sur des terrains sous-utilisés comme on l'a vu. Et donc, contrairement à l'étalement urbain, c'est véritablement là la clé pour une croissance à faible impact climatique. Avant de passer à des exemples concrets de densification, je veux insister sur deux éléments pour comprendre dans quelle dynamique s'inscrivent les projets de consolidation. D'abord, la densification, ça peut prendre différentes formes. Il ne s'agit pas de construire des tours de plusieurs étages partout. Il existe en fait une panoplie de types bâtis qui permettent d'ajouter des logements et d'accueillir des nouveaux ménages en répondant à la fois à une diversité de profils et une diversité de besoins. Donc, entre la maison unifamiliale et la tour, il y a en fait une multitude de types bâtis comme les maisons jumelées, les duplex, les triplex, les maisons orangées ou encore des appartements de différents gabarits.
L'autre message important à retenir et sur lequel je veux insister, c'est qu'on peut adapter le niveau d'intensité et la forme de la densification selon le contexte d'insertion. On peut aller de la densification discrète à la densification plus marquante. Et cette adaptation ou cette modulation de la densification, ça permet de tenir compte du caractère spécifique du voisinage, mais également du degré de transformation souhaité pour atteindre les objectifs climatiques. Bon, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que dans le périmètre à bon potentiel de réduction des émissions de GES, donc le périmètre en noir qu'on viendrait illustrer sur une carte, c'est à l'intérieur de ce périmètre-là qu'on veut tendre à la fois vers une densification discrète et marquante pour vraiment venir maximiser le plus possible l'accueil de nouveaux ménages. Alors que dans les secteurs moins stratégiques, on pourrait miser seulement sur la densification discrète, par exemple. Dans tous les cas, il est toujours important de considérer la notion de désirabilité pour que ces transformations s'arriment à une qualité architecturale et urbanistique qui va donner envie aux gens d'accueillir la transformation, la densification, mais également d'y habiter possiblement. Je vous propose maintenant en rafale une série d'exemples de densification. La forme la moins visible de densification, c'est la division intérieure d'un bâtiment existant en plusieurs logements. Ici, ce qui s'apparente aux maisons unifamiliales du quartier environnant, c'est en réalité 3 logements distincts avec chacun leur adresse. C'est une densification très discrète qu'on pourrait même qualifier de densification invisible. Toujours dans un environnement de maison unifamiliale, il est possible d'ajouter des logements en tirant profit de la profondeur du lot, donc de la profondeur du terrain. Dans l'exemple-ci, en plus de restaurer la maison d'origine à l'avant-plan, 2 nouvelles résidences ont été construites à l'arrière et une allée de stationnement commune partagée par les 3 propriétaires est également aménagée sur le côté. La densification peut aussi se faire par le remplacement d'un bâtiment de faible densité pour augmenter le nombre de logements. Par exemple, ici, il y avait une maison unifamiliale qui a été remplacée par un triplex qui s'intègre très bien avec le paysage existant. Donc, en respectant les hauteurs des bâtiments voisins, cette transformation-là n'entraîne pas d'impact majeur dans le quartier. Un peu le même principe ici où on vient remplacer une maison de faible densité ou un bâtiment de faible densité. On avait initialement un bâtiment de type plein-pied avec une très grande cour latérale qui a laissé place à 34 logements locatifs avec des entrées indépendantes pour plusieurs d'entre eux. Même dans les milieux résidentiels déjà bâtis où les bâtiments sont très rapprochés les uns des autres, on arrive à trouver certaines opportunités sur des terrains sous-utilisés. Ici à Gatineau, une maison unifamiliale qui était très reculée par rapport au niveau de la rue a été remplacée par un immeuble qui permet d'accueillir maintenant 4 nouveaux ménages plutôt qu'un seul ménage qui était là dans la maison initiale. Une autre méthode pour ajouter un logement sur un site déjà construit, c'est l'agrandissement. Dans cet exemple ici, la maison à Saguenay a accueilli un nouveau logement au-dessus du rez-de-chaussée en surhaussant le bâtiment initial d'un 2e étage. Une intervention similaire ici, on est à Victoriaville. Une résidence pour aînés a été surhaussée d'un étage et plus récemment, il y a même une nouvelle aile qui a été ajoutée. Comme quoi, la densification, ça peut se faire autant à la verticale, en venant ajouter un étage ou plusieurs étages, mais ça peut également se faire à l'horizontale, en venant agrandir sur le côté. Au-delà des bâtiments résidentiels de faible densité, il est aussi possible de remplacer des bâtiments industriels ou même commerciaux. Ici, à Trois-Rivières, on a un exemple d'un bâtiment commercial qui a été remplacé par plusieurs immeubles d'appartements, totalisant 18 logements. Dans d'autres contextes, on va vouloir préserver le bâtiment existant. Donc, la densification, mais ça peut aussi se faire par recyclage d'un bâtiment qui a autrefois servi à un autre usage, par exemple commercial, industriel ou même institutionnel, pour lui offrir une vocation résidentielle. À Val-d'Or, un tout nouveau projet résidentiel qui permet maintenant de loger des personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance. Et ce projet-là a récemment vu le jour sur la rue principale, donc à très grande proximité, même à distance de marche de plusieurs commerces, et il est même adjacent directement à l'épicerie. C'est un peu ce qui s'est fait ici à Ayers Cliff. Donc, on a gardé l'enveloppe du bâtiment. C'est un bâtiment qui était industriel auparavant et ça a donné lieu à 10 unités résidentielles sur la rue principale. Les bâtiments institutionnels présentent aussi un potentiel à saisir pour accueillir plus de ménages. Ici, on est à Gatineau. Cette ancienne école a été transformée pour accueillir une coopérative d'habitation.
Et c'est un peu une transformation similaire qu'on voit ici à Wotton, donc une municipalité en Estrie. L'ancien couvent a été requalifié en coopérative d'habitation, mais ça a aussi permis de conserver de la place pour des organismes communautaires. Comme quoi, la densification, c'est une opportunité pour diversifier les types de logements. Donc, on peut avoir des coopératives, du logement locatif. Ça permet aussi de diversifier les modes de tenure, justement, et les activités qui vont être dans ce nouveau bâtiment-là. Toujours dans cette même dynamique où on veut conserver les bâtiments institutionnels, mais parfois on se retrouve même avec des bâtiments patrimoniaux, mais qui ne sont pas nécessairement assez grands pour le projet résidentiel. Donc, on va pouvoir avoir recours à l'agrandissement. C'est le cas ici avec l'ancienne Académie Elmer à Gatineau, où un tout nouveau bâtiment a été annexé pour servir de résidence pour personnes de 55 ans et plus qui offrent des unités locatives. Les interventions en densification ne concernent pas uniquement l'ajout de logements. Je vous montre ici un bâtiment qui a été agrandi sur le côté pour accueillir un nouveau commerce au rez-de-chaussée. Donc, en façade, c'est sur les deux photos du haut, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça a permis de venir remplacer une allée de stationnement, puis ça vient même animer la rue commerciale avec une vitrine colorée. À l'arrière, donc les deux photos du bas, ce même ajout a permis de combler la cour arrière pour accueillir des nouveaux logements en venant projeter de la profondeur de la parcelle. Donc, c'est une intervention qui est porteuse de bénéfices sur plusieurs plans. Ça ajoute un commerce et ça contribue à l'animation et l'encadrement de la rue commerciale. Ça ajoute des nouveaux logements qui vont permettre de loger des nouveaux ménages. Et ça vient aussi maximiser l'espace dédié à ces nouvelles activités-là, notamment aux nouveaux logements, parce qu'on est venu construire en partie ces nouveaux logements en porte-à-faux au-dessus d'espaces de stationnement individuel, donc comme ce que vous voyez sur l'image en bas à droite. Et finalement, la densification peut être beaucoup plus marquante. Je termine cette série d'exemples avec la construction d'un immeuble de 236 unités locatives qui est venu remplacer un stationnement dans un secteur central à Gatineau. Cet exemple-là illustre comment l'ajout de logements va de pair avec l'insertion de nouvelles activités, comme on peut le voir avec le café qui est maintenant au rez-de-chaussée de ce nouvel immeuble. La crise du logement au Québec, elle a longtemps été associée à Montréal, mais c'est aujourd'hui un enjeu qui touche l'ensemble des régions québécoises. Et ça, c'est un phénomène auquel l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec n'échappent pas. Par exemple, à Gatineau, les loyers ont augmenté tellement rapidement dans les dernières années que ça coûte maintenant plus cher de s'y loger qu'à Montréal. Le loyer moyen atteignait 1 252 en 2023 pour un logement de 2 chambres à coucher à Gatineau, alors qu'il était ce loyer-là de 1 096 à Montréal, selon les données de la SCHL. La construction résidentielle, elle fait partie de la solution pour répondre à la crise en habitation et elle est loin de stagner dans les régions auxquelles s'adresse le webinaire aujourd'hui, comme en Abitibi-Témiscamingue, qui affiche un niveau d'investissement en construction résidentielle parmi les plus élevés au Québec. Autrement dit, ça roule, comme en témoignent les différents titres de journaux qu'on voit à l'écran. Et donc, cet élan-là, dans la construction résidentielle, c'est un momentum qui est très particulier pour ces régions-là. Puis c'est un momentum qui est à saisir pour le plus rapidement possible pour enclencher la planification du territoire à faible impact climatique, donc venir cibler les milieux faiblement émetteurs. C'est aussi un momentum pour cibler les meilleurs secteurs, pour autoriser les demandes de construction, donc qui sont déposées par les promoteurs ou les propriétaires. Puis ça permet aussi même de profiter de cet élan de construction pour venir accompagner les promoteurs en tant que ville dans leurs projets en s'inspirant d'exemples de densification dans les milieux à faible empreinte carbone. Donc, on peut venir s'inspirer de la série d'exemples qui a été présentée plus tôt, par exemple. Par contre, il faut faire attention. L'idée que la densification discrète bouscule moins rend ce type de densification-là plus séduisante. Et c'est effectivement un atout intéressant en dehors du périmètre de consolidation. Vous travaillez peut-être déjà pour autoriser les unités d'habitation accessoires sur votre territoire et c'est effectivement un outil intéressant, mais qui a une portée tout de même limitée. Dans la réalité, en fait, les villes qui autorisent les UHA enregistrent très peu, voire pas du tout de permis de construction. La densification discrète, donc ça fait partie du cocktail de solutions, mais tout miser là-dessus ne va pas permettre de stopper l'étalement urbain. On vient de voir plusieurs exemples de densification. Pour y parvenir, les municipalités peuvent mettre en place des conditions favorables à l'émergence de transformations de cette nature-là. La réglementation d'urbanisme doit donc être adaptée pour permettre l'ajout de logements. Puis les modifications réglementaires que la municipalité peut faire, elles peuvent toucher plusieurs aspects. Ça peut être, par exemple, au niveau des usages, en venant diversifier les usages qui sont permis.
Ça peut également toucher la largeur des rues, selon le contexte, notamment des rues moins larges et apaisées dans les secteurs résidentiels où on veut accueillir la croissance, parce que nos rues sont souvent beaucoup plus larges que l'utilisation réelle qu'on souhaite en faire. Ça peut également toucher la hauteur, les marges, la taille des parcelles, l'emprise au sol et les ratios de stationnement qui peuvent être ajustés pour permettre une plus grande densité. Les changements apportés à la réglementation n'ont pas un effet immédiat, mais permettent une transformation graduelle des milieux selon les opportunités qui se présentent. En d'autres mots, il s'agit vraiment ici de venir réunir les conditions nécessaires, par exemple avec la réglementation en urbanisme, pour s'assurer qu'il y ait une transformation et qu'en fait, ça permet de dépasser les interventions à la pièce pour être sûr que tous les projets contribuent à la vision souhaitée de la ville. Donc, on est moins en mode réaction à autoriser des projets ici et là. On a vraiment déjà une réglementation en place et on peut avoir une planification beaucoup plus porteuse. Finalement, je veux insister sur deux nuances importantes pour que les transformations soient désirables et profitables pour la population actuelle et future. La première, c'est qu'il est essentiel que les transformations se fassent de pair avec le verdissement du quartier. Donc, ça permet de contribuer à l'augmentation de la canopée, à l'accès à une nature de proximité, à la gestion durable des eaux pluviales et aussi à la réduction des îlots de chaleur. On peut principalement miser sur trois stratégies pour encadrer la densification tout en favorisant un milieu plus verdi. D'abord, de s'assurer que l'implantation des bâtiments permette de préserver les arbres matures existants tout en répondant aux besoins en logement. Ensuite, de projeter de la construction pour planter des nouveaux arbres sur les terrains privés, mais ça peut aussi se faire aux abords de la rue, donc sur l'emprise publique, de manière à ce que ça bénéficie aux utilisateurs du domaine public, donc à l'ensemble de la population. Et enfin, la dernière stratégie, c'est de venir optimiser les surfaces de verdissement, comme les murs et les toits, sur les nouvelles constructions, mais ça peut aussi se faire sur les constructions qui sont déjà là. L'autre élément essentiel pour que les transformations soient profitables à tous, c'est de contribuer à rendre le milieu de vie complet. On a identifié précédemment tous les terrains avec un potentiel pour accueillir la croissance. Ça ne veut pas dire que tous les terrains identifiés devraient accueillir seulement des logements. En fait, il y a vraiment d'autres activités et équipements publics qui sont à prévoir dans les municipalités. On peut penser par exemple aux parcs qui sont indispensables à la qualité des milieux de vie et à la préservation des écosystèmes. Il y a également d'autres services qui sont nécessaires, comme des écoles, des centres sportifs, des équipements communautaires et des commerces. Donc, cette diversification des activités et des équipements va faire en sorte, en fait, ça va rendre la densification beaucoup plus attrayante, puisque l'ajout de logements dans les secteurs existants, bien, ça devient une opportunité de venir soutenir l'amélioration du cadre de vie pour tous les résidents. Et quand on dit tous les résidents, c'est à la fois les résidents actuels, donc ceux qui habitent dans les quartiers déjà bâtis, dans le voisinage, et également les nouveaux résidents, donc les résidents futurs qui pourraient venir emménager dans les nouvelles constructions. Comme on vient de le voir, le bilan carbone d'une municipalité peut être grandement amélioré par un accueil de la croissance dans les secteurs à faible impact climatique, mais ces efforts-là doivent être jumelés à ceux sur la mobilité et les conditions de déplacement pour multiplier les résultats. C'est donc le troisième champ d'action de ces trois gestes structurants qu'on regarde aujourd'hui. Donc, il s'agit de venir planifier de manière intégrée à la fois la mobilité durable et la consolidation résidentielle. Donc, d'abord, arrimer la consolidation et la mobilité implique de considérer la rue avant tout comme un espace public en soi, et donc de ne pas voir la rue seulement comme un corridor de déplacement pour les véhicules. On réfléchit donc à l'espace de la rue non seulement sur sa chaussée, mais en considérant sa pleine largeur, donc de façade à façade. On considère cet espace dans ses trois grandes fonctions. Oui, les déplacements, mais on peut également considérer les activités sociales et économiques et les services écologiques. L'aménagement de la rue comme un espace public va permettre plusieurs bénéfices. Par exemple, de limiter les coûts publics liés à la voiture, d'atténuer le bilan carbone, de soutenir la santé en favorisant des modes actifs et même de réduire les inéquités en facilitant l'accès à plus de secteurs pour plus de personnes. Et c'est dans ce genre d'environnement que la mobilité durable devient une alternative crédible, efficace et conviviale face à la voiture et qui va nous permettre de venir briser notre dépendance à l'automobile et donc de venir briser le cercle vicieux de la dépendance collective à l'automobile. Pour agir sur l'offre en mobilité durable, je vous présente plusieurs interventions qui relèvent notamment de l'action municipale, à commencer par implanter ou améliorer le transport collectif. Pour les grandes villes, ça peut être de dédier des voies de circulation aux autobus, par exemple,
pour avoir un service plus efficace, comme c'est le cas avec le corridor Rapibus à Gatineau. Pour d'autres villes, ça peut être d'aménager les arrêts de transport collectif de manière accessible et conviviale, ou même pour des plus petits milieux, simplement de rendre accessible une flotte de véhicules partagés, comme ça a été fait dans la MRC de Pontiac et à Maniwaki avec le système Sauvé. Bonifier l'offre en mobilité durable, c'est aussi augmenter l'espace dédié aux modes actifs. Si on prend l'exemple du réaménagement du boulevard Saint-Joseph à Gatineau, il y a différentes interventions qui ont été faites et ça a permis plusieurs bénéfices. Donc, d'abord, de réduire le nombre de voies dédiées aux automobilistes, d'élargir les trottoirs et même, comme on le voit sur les 2 photos du bas, ça a permis de réaménager les îlots refuges. Donc, ce sont les îlots sur lesquels on attend puis on appuie sur le bonhomme pour traverser. Donc, même ces petites transformations-là, bien, ça a permis d'agrandir l'espace d'attente pour les piétons et les cyclistes en venant récupérer la 2e voie anciennement dédiée aux automobilistes. Et ça a permis également de venir verdir le domaine public et d'accroître le sentiment de sécurité pour les piétons et cyclistes qui attendent. Augmenter l'espace dédié aux modes actifs, c'est aussi d'améliorer les conditions des déplacements piétonniers. Ça se traduit d'abord par des cheminements piétonniers de qualité et bien entretenus qui permettent des déplacements sécuritaires et conviviaux, et ça, même en hiver. Quand on circule, bien, on est aussi appelé à traverser la rue. Donc, on veut venir sécuriser au maximum la traversée des piétons en optant pour des traverses clairement identifiées, des îlots refuges et une signalisation adéquate. Les interventions sur les axes de déplacement, c'est aussi une opportunité pour améliorer la qualité des espaces publics, donc tant la rue que ses abords. Ça va permettre notamment d'offrir des espaces de repos, des espaces de socialisation ou même des espaces de contemplation, parce que ça aussi, ça fait partie d'un environnement favorable à la marche qui peut nous donner envie d'utiliser les trottoirs et envie d'utiliser l'espace public pour se déplacer et atteindre nos commerces de proximité. Dans certaines villes, on retrouve même un vaste réseau de ruelles qui peut être mis à contribution dans la manière de repenser nos déplacements. À Rouyn-Noranda, les résidents sont invités à démarrer un projet de ruelles vertes. Et les ruelles vertes, en fait, accueillent généralement des aménagements qui permettent d'apaiser la circulation automobile et vont même jusqu'à l'interdire dans certains cas. Donc, ça devient des corridors apaisés qui peuvent être utilisés pour les déplacements à pied ou à vélo pour atteindre des destinations plutôt que d'avoir recours à la voiture. Évidemment, on peut aussi s'appuyer sur le réseau cyclable. Ceci dit, il ne suffit pas d'avoir un réseau cyclable récréatif qui fait le tour des parcs et des espaces verts. Il faut également un réseau cyclable utilitaire pour offrir une alternative crédible aux déplacements motorisés. Et pour espérer un report modal, c'est-à-dire de passer d'un mode de transport motorisé à un transport durable, donc plus sobre en carbone, il faut des trajets directs reliant les principaux générateurs de déplacement, par exemple les commerces ou les institutions ou même les pôles d'emploi. Il faut bien plus que de la peinture au sol. Il faut sécuriser ces infrastructures sur les artères achalandées notamment. Idéalement, on voudrait une piste unidirectionnelle, séparée de la chaussée et même avec un entretien hivernal. Finalement, pour compléter ce cocktail d'alternatives à l'automobile, d'autres services de mobilité peuvent être implantés et partagés au sein de la collectivité. On a parlé de l'autopartage tout à l'heure, ça peut également être le vélo-partage, puis c'est pas seulement réservé aux grandes villes, comme on a fait la démonstration, la Régime, donc la Régie intermunicipale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, avec des vélos 100% électriques et mis en partage pour la population. Et tous ces aménagements-là pour la mobilité durable, mais c'est aussi une opportunité d'accroître le verdissement pour mieux se protéger des fortes chaleurs et embellir les rues, mais ça va permettre aussi de favoriser plus de déplacements actifs qui soient plus sécuritaires et agréables. Ici, sur l'exemple, donc c'est la rue du Vernet à Belleuil. Je vous présente un projet de réfection de la rue où il y avait initialement une voie de circulation très large dans chaque sens avec des stationnements en façade. La transformation de la rue est vraiment intéressante parce qu'elle a été considérée véritablement dans toute sa largeur, donc de façade à façade, comme je l'évoquais plus tôt. Et ça a permis d'aller chercher plusieurs bénéfices. Ça a permis d'avoir des trottoirs plus larges, des fosses de plantation, des terrasses, même une placette à l'intersection. Et ça a permis surtout de planter 200 arbres. Donc, ça a vraiment permis de bonifier la canopée sur ce secteur-là.
C'est sûr que toutes ces interventions demandent des ressources, puis les municipalités ne sont pas toutes équipées de la même manière pour mettre de l'avant ces solutions-là. Dans les municipalités de plus petite taille, on peut réfléchir à des aménagements qui demandent moins de ressources et qui permettent de mutualiser les bénéfices. Par exemple, ici à Delson, où pour accroître l'espace dédié à la fois aux cyclistes et aux piétons, on est venu implanter un corridor multifonctionnel, donc pour les deux modes de déplacement, et ça a permis par le fait même d'augmenter le verdissement, de rétrécir l'espace de circulation pour les automobilistes et de sécuriser l'intersection. Pour terminer cette présentation, je me permets d'appuyer sur les 3 messages clés à retenir en lien avec l'aménagement à faible impact climatique, mais surtout en lien avec le rôle des municipalités pour tendre vers des actions porteuses. Donc, c'est vraiment une synthèse des 3 grands gestes qui ont été présentés aujourd'hui. D'abord, identifier le périmètre de consolidation et les terrains sous-utilisés, ce qui relève de la planification. Ensuite, accélérer l'ajout de logements et mettre en place les conditions pour que ça se fasse, tout en améliorant la qualité du cadre de vie pour tous les résidents. Et finalement, agir sur l'offre et la demande en mobilité durable par des aménagements conséquents. Je vous ai montré les gains en termes d'émissions de GES et d'adaptation reliés à ces planifications et interventions municipales. Mais les co-bénéfices associés à ces changements, à ces aménagements, ça dépasse largement l'empreinte écologique et l'action climatique. Ça peut contribuer à la fois à soutenir la santé de la population en encourageant un mode de vie actif et l'accès à une nature de proximité. Ça permet aussi d'avoir différentes stratégies qui sont gagnantes en matière de gestion de en matière de gestion de finances municipales, en optimisant les infrastructures déjà existantes. Ça soutient également la vitalité économique des rues commerciales, en plus d'améliorer le cadre de vie et la qualité de vie de la population. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que vous avez vraiment tout à gagner en tant que municipalité ou en tant qu'organisme municipal pour planifier pour le climat parce que ça vous permet de rejoindre différents objectifs municipaux. Et tout ça, ça commence par la consolidation des milieux de vie existants. Avant de relancer la parole à Valérie, je me permets une petite note de fin. Donc, le gouvernement du Québec annonçait tout récemment que l'ensemble des MRC et des municipalités vont être encouragés à développer des plans climat à travers le programme Accélérer la transition climatique locale. Donc, c'est un fonds de 500 millions de dollars sur 5 ans qui a été annoncé. Ce programme-là est créé pour soutenir les MRC, les municipalités dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces feuilles de route climatiques. Et donc, avec cette annonce-là, on peut maintenant dire que l'action climatique, c'est maintenant une responsabilité qui incombe non seulement à l'État, mais aussi au palier municipal et supramunicipal. Et il était donc grand temps de donner enfin aux municipalités les moyens de travailler sur ces enjeux. Les mesures climatiques qui touchent l'aménagement du territoire sont plus complexes à identifier et à mettre en œuvre, certes, mais elles permettent de soutenir un projet de vie, de société et de collectivité qui est réellement emballant. Et ça vaut donc la peine de faire de l'aménagement du territoire la pièce maîtresse des plans climat que vous allez bientôt élaborer. Merci de votre écoute.